Alors, Maître Charles Anissé à Poitiers-Amar, évidemment, là, le temps vraiment nous presse. Il nous reste que 10 minutes et il faut aborder les autres aspects. On va passer donc à l'économie. Et l'économie, Denis Sassou Nguesso s'est vanté à des succès et parmi ces succès, pour lui, c'est le retour du Congo-Brazzaville sur le marché financier international. Et donc, la République a été encore admise sur le marché financier international après 20 ans d'absence ayant levé 670 millions de dollars, l'équivalent de 400 milliards de francs CFA, de l'argent qui servira évidemment à renforcer la crédibilité de la République, disons du pays auprès des investisseurs, mais aussi pour refinancer la dette intérieure. Un succès. C'est malheureux d'entendre dire de pareilles choses et tout ce qu'on a entendu dans ce discours sur l'économie, de contre-vérité d'un bout à l'autre. Sur cette question du retour sur les marchés financiers, la seule chose qu'il faudrait retenir en réalité, c'est la notation sous laquelle le Congo revient. Parce qu'on dit le pays a fait des réformes et il est revenu sur le marché. Mais Standards Poor's et Fitch ont noté l'État congolais sur ce retour au triple C. Et le triple C, c'est la pire des notations que vous puissiez avoir. C'est la pire note que vous puissiez avoir sur les marchés. Après le triple C, c'est le D, donc la faillite. Alors, ce que nous dit ce retour du Congo sur le marché, c'est que nous avons un pied dans la tombe. Quand vous écoutez le discours qui a été prononcé hier, à chacun des instants particuliers de ce discours, je me répétais à moi-même que nous devons faire partir M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso doit partir, les Congolais doivent le faire partir parce que ce qui est en train de se passer, c'est un peu comme si vous devez aller quelque part et il y a une locomotive en panne qui retarde tout le train. Et évidemment, le train avance au rythme de la locomotive, mais elle est en panne, elle ne va pas vite. Évidemment, vous devez réparer cette locomotive et vu que c'est quelqu'un qui ne peut plus changer à son âge, on ne change pas, il faut le changer. Il faut le changer, c'est ce que nous avons à faire. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Les paroles de Denis Sassou Nguesso parlent de paix, mais ses actions révéleraient tout le contraire de ce qu'il prétend. En réalité, c'est plutôt la violence extrême, la terreur, le crime et la guerre qui dominent en lui. Il vient donc de prononcer un nouveau discours à l'occasion de la fête de la République le 28 novembre 2025, un discours, dirait-on, martial, où il a passé son temps à menacer les Congolais, à rappeler les événements tragiques que le Congo a traversés sans jamais admettre sa propre responsabilité dans ces événements. Alors que les Congolais savent que Denis Sassou Nguesso est responsable de plusieurs centaines de milliers de morts au Congo-Brazzaville et on ne le rappellera jamais assez. Dès l'entame de son discours, il affirme d'ignorer la justice, faisant preuve d'un déni de droit caractéristique en omettant de mentionner la présence dans la salle, bien sûr, du président de la Cour constitutionnelle. Mais tout ça, c'était bien calculé. Parlons de l'opération sous fausse bannière, de lutte contre le banditisme. Il a déclaré qu'il sera intraitable sur la question sans jamais évoquer le respect de la Constitution dans le cadre de cette opération. Un blanc-seing pour les tueries de masse accordées à la DGSP qu'il a faussement présentée comme force publique. Ensuite, il a désigné un ennemi imaginaire, le banditisme. Les bandits, oui, les bandits qui seront exécutés de manière arbitraire, donc sans procès. Selon le Robert, vous le savez très bien, le bandit, un malfaiteur vivant en dehors de la loi. Mais
Comme vous l'avez suivi, Denis Sassou Nguesso n'invoque aucunement la loi. Que comprendre donc par bandit quand Denis Sassou Nguesso parle de bandit? À l'instar de Benjamin Netanyahou, ça vous rappelle quelque chose, qui parlait de lutter jusqu'au dernier terroriste pour justifier son génocide. Qui arrêtera donc Denis Sassou Nguesso dans ses crimes, sinon à quoi devraient s'attendre les Congolais? On en parle aujourd'hui avec Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, avocat au barreau de Paris et du Québec, administrateur agréé à l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Vous êtes également diplômé des Sciences Po en France, diplômé de l'ENA du Canada. Vous avez aussi le diplôme de l'École des hautes études, c'est ça, du commerce de Montréal. Bonjour, Maître Anissé Poitiers-Amar. Bonjour, Monsieur Perrin. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de R7. Alors, vous avez suivi le message. Merci beaucoup. Vous avez suivi donc le message sur l'état de la nation à l'occasion, bien sûr, de la fête de la République. Quel commentaire pourriez-vous faire d'abord sur le discours en général? Sur le discours, il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, il rappelle l'époque soviétique. Lorsque Staline faisait ses discours, il était acclamé, c'était devant un public acquis à la cause, donc il était acclamé, mais au lendemain de la mort de Staline, lorsque il y a eu lorsque Khrouchtchev organise le premier congrès à la suite du décès de Staline, à ce moment, c'est carrément un procès en règle qu'on fait de Staline, ce qui fera d'ailleurs sursauter Deng Xiaoping, qui représentait la Chine à ce congrès, parce qu'il ne comprendra pas que pendant toutes ces années, tout le monde était d'accord avec Staline, l'avait acclamé, et finalement, qu'à son décès, qu'on lui fasse le procès qu'on lui faisait. Donc, sachant que l'histoire marxiste-léniniste et les rapports avec le soviétisme qu'entretient le PCT dans son histoire, euh, dans la forme, ce que nous avons vu, rappelons ce qui se passait en Union soviétique, on peut penser que c'est une mise en scène comme à l'accoutumée. Sur le fond, j'ai pensé au Titanic. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film. Dans le Titanic, il y a un orchestre symphonique qui joue pendant que le bateau coule. Et les gens sont paniqués, mais l'orchestre continue à jouer. Il y a des gens qui commencent à sauter par-dessus bord et l'orchestre continue à jouer malgré que le bateau coule. Et donc, quand vous entendez le propos du président de la République sur la situation du Congo, vous avez l'impression de voir ce chef d'orchestre du Titanic qui joue la symphonie pendant que le bateau coule, parce que le bateau Congo est en train de couler, mais à entendre le président de la République, celui qui est aux commandes, et là, ce n'est même pas le chef d'orchestre, mais c'est carrément le capitaine du bateau, le commandant. À l'entendre, on a l'impression que tout est beau dans le meilleur des mondes. Et c'est dramatique de voir le contraste qui peut exister entre la réalité et le propos tenu par le chef de l'État congolais. En sorte, vous êtes en train de dire qu'il est totalement déconnecté des réalités que vivent les Congolais. Mais sur le fond, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on peut noter? Est-ce que là, le Congo a fait un bond en arrière, c'est-à-dire on est reparti à l'époque stalinienne, c'est-à-dire, j'allais dire, l'époque du monopartisme, du Parti congolais du travail, parti-État. Parce que lorsqu'on suit son discours, évidemment, moi j'ai eu cette impression, je ne sais pas si c'est la même impression que vous avez eue. De ce point de vue, je pense que le regard est partagé parce que lorsque vous voyez le président de l'Assemblée nationale, il s'agissait là d'une cérémonie officielle, donc on était dans la gestion des affaires de l'État et le président de la République rendait compte à la nation de sa situation au temps T.
et le président de l'Assemblée nationale lui demande de se présenter aux élections et dit que le peuple attend cela. Donc, on confond les instances du parti avec les instances de l'État, ce qui montre bien que ces anciens dirigeants, ces dirigeants du PCT qui viennent de l'histoire, ne se sont jamais départis de la conception du parti-État. Pour revenir au discours lui-même, c'était un discours sur l'état de la nation. Fort malheureusement, jamais le président de la République ne parlera de la nation dans ce discours. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. C'est un discours sur l'état de la nation, mais qui ne dit jamais rien sur la nation. Effectivement, la nation congolaise que chacun de nous certainement appelle de ses voeux n'est pas encore devenue une réalité. Nous restons encore une juxtaposition de tribus et malheureusement, le président de la République entretient cet état de fait. J'ai pu dire dans une de mes communications qu'en 2012, lui souhaitant les vœux, les yeux dans les yeux, je lui avais dit qu'avant lui, le Congo avait eu plusieurs présidents de la République. Après lui, il y en aura beaucoup d'autres, mais qu'un seul sera le père de la nation. Et je l'exhortais à mobiliser l'ensemble des ressources à sa disposition pour faire advenir cette nation congolaise. Fort malheureusement, il s'est plutôt attelé à consolider un système de l'apartheid, donc de diviser les Congolais, de les opposer les uns aux autres. Dernièrement, quand il a remanié le gouvernement, il a nommé un nouveau ministre de l'économie et des finances, et comme par hasard, c'est encore quelqu'un de sa tribu. C'est toujours dans la même ethnie qu'il va chercher les ministres de l'économie et des finances, malgré que la situation est chaotique, ça ne l'empêche pas de récidiver dans ces choix-là. Et quand vous regardez dans l'ensemble du fonctionnement de l'État, il a réservé la part belle aux ressortissants de sa tribu quant aux fonctions régaliennes. Donc, le ministère de l'économie et des finances, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Justice, l'ensemble de ces ministères sont devenus la chasse gardée des personnes qui partagent ces origines ethniques. Et vous comprenez que ce système de l'apartheid est insupportable pour l'ensemble des Congolais et vous retrouvez la même logique dans les grandes fonctions d'administration civile et militaire. Et ça, ce sont des questions qui concernent la nation. Et comme par hasard, il fait un discours sur l'état de la nation et cette question essentielle est éludée. Alors, le fait de ne pas avoir évoqué certains noms qui ont marqué tout de même l'accession du Congo ou disons la déclaration de la République du Congo, est-ce qu'on peut penser que c'était une omission ou c'est fait exprès? Je lui laisse ses choix et les jeux d'esprit. Cependant, j'ai observé concernant la République une évolution dans son propos parce qu'il ne parle plus de la naissance de la République comme il le faisait auparavant. Il parle désormais de la République. Maître Charles Anissé Poitiamar, est-ce que le fait de n'avoir pas rappelé les noms des pères de la République, peut-on considérer cela comme une omission ou bien cela a été fait exprès? J'observe que vous-même déjà, vous faites une évolution que j'ai observée chez le président de la République sur cette question. Vous parlez des pères de la République. Or, les Congolais se sont habitués à parler des pères fondateurs et parfois des pères de la nation, qui sont deux expressions inappropriées pour Là, les la personnes. sémantique alors. Oui, ces expressions sont inappropriées pour ces personnes. J'ai eu l'occasion de le dire plus d'une fois. Nos prédécesseurs dans l'activité politique, ceux qui ont été actifs en 1958, ont eu à
a attribué un nom à un territoire qui s'appelait à l'époque le Moyen Congo, le territoire du Moyen Congo qui était une colonie française. Et donc, ils ont changé ce nom, ils l'ont appelé République du Congo. C'est tout ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont jamais créé une république. Et nous avons longuement traité de cette question. Le président de la République semble lui-même faire une évolution sur ce point, puisqu'il parle désormais de la République de 1958. Il ne dit plus la République ou la naissance de la République, mais il précise celle de 1958. Donc, il distingue celle de 1958 et il la distingue d'autres républiques. Et le simple fait pour lui de porter cette précision fait observer une certaine évolution parce que les pouvoirs publics actuels voulaient donner à consommer aux Congolais depuis l'adoption de la loi de 2010, que c'est en 1958 que la République avait été créée. Ce n'était qu'une simple proclamation, une simple attribution d'appellation, mais la République du Congo a été créée en 1992. Je fais un petit rappel historique. En 1958, ceux qui proclament la République du Congo n'étaient pas des Congolais, parce qu'à cette époque-là, la nationalité congolaise n'existait pas encore. La nationalité congolaise va naître à partir du moment où le Congo accède à la souveraineté internationale, donc en 1960. Avant 1960, il n'y avait que des Français. Et avant 1956, où la France décide, année au cours de laquelle la France décide d'attribuer la nationalité française à l'ensemble des ressortissants de ces colonies, ce qui sera confirmé avec la Constitution de 1958. Avant, c'était des sujets français, Ensuite, ils deviennent des citoyens français. Donc, en 1958, ce sont des citoyens français, notamment Fulbert Yulou, Félix Tchikaya, Opango. Toutes ces personnes étaient des Françaises. Et donc, ce sont des Français qui attribuent au territoire du Moyen-Congo le nom de République du Congo, mais ils ne fondent pas une république en tant que telle. Et encore pour le rappel, le 28 novembre 1958, ils étaient une trentaine de personnes dans une salle à prendre cette décision et ces gens n'avaient aucun mandat des Congolais pour procéder de la sorte. Ils n'exerçaient pas la souveraineté puisque à ce moment-là, c'était des élus du territoire du Moyen-Congo. Donc, ils n'avaient ni la faculté d'exercer la souveraineté intérieure ou extérieure et ils n'avaient pas de mandat pour cela. Par contre, en 1992, il y a une crise politique majeure dans le pays et une conférence nationale va avoir lieu. Et cette conférence nationale va accueillir 1200 représentants de l'ensemble du Congo. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de Français, mais ce sont des Congolais qui vont se retrouver pendant 3 mois, alors que les autres étaient une trentaine qui s'étaient retrouvés pendant 30 minutes et vont changer un an. En 1992, ce sont 1200 Congolais venus de l'ensemble du territoire national qui vont travailler ensemble pendant 3 mois à la conférence nationale et qui vont décider d'organiser l'avenir du Congo dans le cadre d'une constitution qui sera adoptée le 15 mars 1992. Et donc, cette date-là, c'est celle qui marque la naissance de la République du Congo. Ça veut dire que les Congolais reçoivent la proposition qui leur est faite de leurs 1200 délégués et ils vont au référendum, à la différence de ce qui se passe en 1958, ils vont au référendum et choisissent de vivre dans le cadre républicain que proposait cette constitution-là. C'est pour ça que dans une approche réellement, dans une approche technique et scientifique, la République au Congo naît en 1992 et non pas en 1958.
Oui, mais on peut parler des prémices. Mais est-il qu'il y a eu des pères de la République? Les pères de la République, ce sont ceux qui ont travaillé à la conférence nationale et ce sont ceux qui ont soutenu les travaux des conférenciers. Donc, s'il faut parler des fondateurs d'une République, ce serait Pascal Lissouba, ce serait Denis Sassou Nguesso, ce serait Bernard Kolela, ce serait André Milongo, les personnalités qui ont travaillé à la conférence, qui ont soutenu la Constitution de 1992 et tous les noms que je viens de citer, toutes ces personnes-là ont soutenu cette Constitution. Elle a été adoptée par référendum, a eu presque à l'unanimité de la nation et personne n'a consulté les opérations électorales de ce référendum. Personne n'a consulté, n'a contesté le résultat de ce référendum. Et donc, la République, la vraie, elle est fondée en 1992. Bien entendu, je peux le comprendre, mais là, ça suscite un autre débat. Ça veut dire que la date choisie, le 28 novembre, n'est pas la bonne. C'est ce que vous êtes en train de dire, puisque Elle la n'est pas, Constitution de 92 a été votée le 15 mars. Alors donc, il faut dire, désormais, voilà, la célébration, il faut peut-être la faire le 15 mars de chaque année, c'est ça? c'est le 15 mars de chaque année et le choix de la date du 28 novembre 1958 n'est pas un choix hasardeux. Il faudrait vous rappeler qu'en 1997, Monsieur Sassou Nguesso est revenu à l'assaut de la République monté sur des chars. Il a mis fin à l'expérience démocratique et républicaine que les Congolais avaient choisie en 1992. Alors, pour noyer ce forfait, pour effacer ce forfait, ils vont chercher la date de 1958, donc du 28 novembre 1958. Ils vont adopter une loi en 2010, parce que jusqu'en 2010, jamais personne n'avait considéré le 28 novembre 1958 comme la journée de la République. C'est ce régime qui a enterré la République de 1992 en 1997 qui, en 2010, va décider de faire du 28 novembre 1958 la journée de la République. Donc, on est là dans un Oui, mais faussement de l'histoire. c'est donc ce paradoxe. Moi, je veux comprendre une chose, parce que lorsque vous dites qu'en 1992, c'est-à-dire en mars de 1992, les Congolais ont voté une constitution et c'était là donc la naissance de la République. Et je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir si le 28 novembre n'est pas la bonne date. Ça veut dire quoi concrètement? Que la République n'a jamais existé avant 1992. Alors qu'évidemment, en 1958, bien entendu, en novembre, le Congo, qui était le moyen Congo, était devenu la République du Congo, avant qu'on ne puisse encore rebaptiser République populaire du Congo, mais était devenu déjà la République du Congo. En sorte, vous êtes en train de passer l'éponge à tout cela. Pour vous, ça n'existe pas. Et je vous fais très bien d'insister sur cette question parce que il y a le rapport à la notion de république qui est très important ici. Beaucoup de Congolais ont du mal à comprendre que la République n'est née qu'en 1992 parce que notre pays s'appelle République du Congo et à partir de 1958, il s'est appelé République du Congo. Alors on ne comprend pas pourquoi il s'appelle République et il n'est pas une république. La réponse simple à cela, c'est dans un jeu de mots de la langue française. On appelle la sœur de l'épouse la belle-sœur. On appelle le frère de l'épouse le beau-frère. Mais ils ne sont pas nécessairement ni beaux ni belles pour l'autre. Donc on les appelle Oui, mais belles-sœurs, voilà pourquoi je disais, maître, on est là dans la sémantique et là, on risque de se perdre. Sinon, on dira mais également, ben voilà, l'indépendance non plus. Les Congolais n'ont jamais, voilà, accédé à leur indépendance parce que ça a été déclaré et donné. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un autre débat. Mais on va revenir sur le sujet central de cette émission avant de se vous perdre. m'avez interrompu dans mon élan Je et vous vous en passez prie. à autre chose. Oui, Il mais parce faudrait que je qu'on va finisse aussi le gérer le raisonnement temps, maître. là-dessus.
Oui, Voilà, donc je disais que si vous dites, vous parlez de votre belle-sœur ou de votre beau-frère, mais ils ne sont pas nécessairement ni beaux ni belles. C'est pareil pour les républiques. Vous pouvez parler un pays peut s'appeler république et il n'est pas du tout une république parce que dans une perspective des sciences politiques, une république est un cadre d'organisation des pouvoirs publics. Et dans le cadre de cette organisation, ça veut dire que le pays n'appartient à personne, donc c'est en opposition à la monarchie, où le pays est la propriété de quelqu'un, c'est lui qui a fondé le pays, un peu comme la famille Saoud en Arabie Saoudite. Ils ont fondé le pays, il leur appartient, ils portent le nom de cette famille-là, et à ce moment, ils sont des monarques. Lorsque vous n'avez pas le cas d'une monarchie, vous faites le choix d'un vivre ensemble qui fait que le pays n'appartient à personne et les rapports des individus les uns aux autres sont des rapports qui sont réglés par le droit. Dans l'histoire du Congo, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord cet épisode que je rappelais de 1958. Donc, il y a la volonté de l'ancienne puissance coloniale de ne pas laisser ces pays-là devenir indépendants et il manœuvre pour plus ou moins tromper leur vigilance. Il leur attribue des appellations. Il dit, vous devenez une république. Mais après, l'histoire nous rattrape 2 ans plus tard. Parce que vous êtes une république, mais à l'extérieur, personne ne vous reconnaît. Ce qui fera qu'en 1960, la France sera obligée de reconnaître la souveraineté internationale à ces pays afin qu'ils soient reconnus à l'extérieur. Mais elle gardera quand même une partie de la souveraineté intérieure. Donc ce sont des pays qui ne deviennent pas réellement indépendants, ils ont une sorte d'autonomie parce qu'il ne vous a pas échappé que jusqu'à présent, la monnaie franc CFA est resté plus ou moins le dernier lien avec la puissance coloniale. Et donc, dans cette évolution, nous avons un pays qui a la volonté de devenir une république, mais interviennent des événements politiques majeurs qui vont perturber ce processus. Il y a la constitution du 2 mars 1961 qui revient sur le fait que le Congo soit une république. Donc là, nous sommes après les indépendances. Mais dans cet élan politique intervient le renversement du président en 1963 et le pays vire vers le marxisme-léninisme à partir de ce moment-là. Donc, ce qui fait que nous devenons ce qu'on appelle dans le jargon des sciences politiques une république populaire. D'ailleurs, en 1968, en décembre 1968, on va prendre cette appellation. Le pays deviendra une république populaire. Mais dès lors que un groupe d'individus s'accapare des pouvoirs d'État, s'accapare du pays, parce que le MNR en 1964 s'accapare du Congo. C'est un parti-État, c'est un parti qui dit que l'État, c'est lui. Et là, vous n'êtes plus dans le cadre républicain. Et rebelote, en 1968, le PCT est créé et le PCT dit l'État, c'est lui. Il se confond avec l'État. Pour que vous puissiez voir de quoi je parle précisément, imaginez qu'aujourd'hui, l'UPADES qui vient de tenir son congrès ait pu déclarer à son congrès que l'État, c'est lui, et le premier secrétaire de l'UPADES est chef d'État de facto. C'est ce que fait le MNR en 1964, c'est ce que refait le PCT en 1968, et tout ce que je suis en train de vous dire, vous lisez la Constitution du 15 mars 1992, dans le préambule, on vous rappelle cette histoire. On vous dit que le peuple congolais a été trompé, il était perdu, il n'a jamais pu s'exprimer, n'a jamais pu prendre son destin en main. Et donc, la première fois que ce peuple prend son destin en main et crée un cadre du vivre ensemble, c'est le 15 mars 1992. C'est pour ça que c'est à ce moment-là
qu'il faut considérer que la République est née, mais de 1958 à 1992, nous étions à la recherche d'un chemin qu'on a trouvé en 92 et de nouveau, des forces sont venues interrompre cette expérience en Alors, 1997. si en 1992, la République est née, vit-elle encore lorsqu'on observe ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville? Vous voyez de quoi je parle, cette opération qui vient d'être initiée, sinon lancée par Denis Sassou Nguesso, j'allais dire de manière unilatérale, en violation de la Constitution, parce que désormais, lorsqu'on écoute Denis Sassou Nguesso, on y reviendra tout à l'heure, on a bien l'impression que l'État, c'est Denis Sassou Nguesso, la République, c'est Denis Sassou Nguesso. Ça nous rappelle un peu ce que disait évidemment Louis XIV. L'État, c'est lui. Désormais, la loi au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Est-ce que dans la configuration actuelle, on peut encore parler de la République? Nous sommes le 29 novembre 2025. Peut-on parler de la République au Congo et l'intérêt d'avoir célébré évidemment cette fête de la République? Et je n'ai eu de cesse sur votre plateau de rappeler que l'expérience républicaine a été interrompue en 1997. À partir du moment où les choses se sont passées à ce moment-là, contrairement à ce qui avait été convenu entre tous les Congolais. Parce que le préambule de la Constitution que je viens de mentionner, le préambule de la Constitution de 1992, il est clair et précis. Il dit que plus jamais personne ne devrait prendre le pouvoir autrement que par les urnes. Et dès lors que quelqu'un procéderait de la sorte, toute personne est appelée, c'est un devoir pour Tout chacun Congolais des devrait Congolais. résister. Évidemment, c'est le dernier Voilà, alinéa du préambule, oui. exactement. Chacun des Congolais devrait pouvoir s'opposer à une telle aventure. C'est arrivé en 1997, ce qui signifie qu'à partir de 1997 jusqu'à présent, nous sommes dans les méandres de cette aventure qui a commencé parce que au pouvoir, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les vainqueurs de la guerre de 1997. Et donc, le narratif qui nous est servi depuis 1997, c'est le narratif des vainqueurs de la guerre, ce n'est pas le narratif de la République du Congo ou le narratif des Congolais. Les aventures du Parti congolais du travail et du MNR avant lui ont duré de 1963 jusqu'en 1992. Nous avons été dans cette période avec la transition commencée en 91. Et cette fois-ci, nous sommes en train d'expérimenter la même situation depuis 1997. Donc, c'est l'histoire de notre pays qui fait que nous, en accédant à l'indépendance, nous ne sommes pas parvenus à mettre en place un cadre républicain parce que des gens sont apparus et ont usurpé les pouvoirs d'État, les ont confisqués pendant une certaine période. Et là, les mêmes personnes sont revenues en 1997, se sont de nouveau emparées des pouvoirs d'État selon les mêmes méthodes et ont fait un habillage qui fait que nous soyons dans une démocrature. Donc, on a toutes les apparences d'une démocratie, tenue régulière d'élections, mais évidemment, comme disait Staline, ce n'est pas celui qui vote qui est important, mais c'est celui qui compte les voix. Et donc, toutes ces élections participent de la même logique de conquête et de confiscation du pouvoir depuis 1997. Ce qui fait qu'effectivement, la République, l'expérience de la République a été interrompue et plus d'une fois sur votre plateau, j'ai appelé de mes voeux la naissance d'une nouvelle République. Nous devons repartir vers la République. Je reprends l'image que je vous donne souvent.
d'une voiture qui s'est écartée de l'autoroute, qui est en train d'avancer dans la savane. C'est le cas du Congo actuellement. C'est un véhicule dans la Alors donc, savane qu'il faut ramener sur l'autoroute. pardon maître, je peux comprendre par là que la célébration, c'est-à-dire le 28 novembre 2025, était une célébration sous fausse bannière. Ce n'était pas la fête de la République. Je vous l'accorde. Merci. Venons donc aux aspects de sécurité, bien sûr, le volet sécuritaire de cette émission, notamment de son discours, puisque nous sommes en train de commenter son discours. Il a parlé du banditisme, la lutte contre le banditisme. Je vous propose de suivre d'abord un extrait de ce discours, de ce volet, et on revient sur le plateau pour le commentaire suivant. Ce cycle récurrent de violence culmine au mois de mars 1977 avec toutes les tragédies qui ont profondément endeuillé le pays. Par la suite, les séquences des années 90 se sont alignées sur les mêmes marqueurs de non-paix observés tout au long de notre passé récent. Le retour au pluralisme politique ne s'est pas opéré sans heurts. La conférence nationale elle-même a côtoyé les frontières d'une nouvelle confrontation par le déchaînement d'une furie verbale qui tranchait avec les idéaux du bien vivre ensemble, portés par les valeurs de fraternité et de cordialité nécessaires à la cohésion des forces vives de la nation. Les crises sociopolitiques ravageuses des années 1993, 1997, 1998 et 1999 ont écrit avec la plume de la même violence et l'encre rouge du sang les pages les plus tragiques de l'histoire moderne de notre pays. Ce rappel se justifie par la nécessité de transmettre aux jeunes générations les contours de notre passé pour que l'histoire, permanence mémorielle du peuple, ne soit ni méconnue ni falsifiée. Afin que cette dimension de notre vécu ne soit pas occultée, j'avais à nouveau interpellé notre conscience collective lorsqu'en pleine conférence nationale, j'assumais, en mon nom et au nom de tous mes prédécesseurs, la gestion du monopartisme. Somme toute, je voudrais paraphraser mes propres propos tenus dans le message à la nation le 26 avril 1991. Je cite: « Faut-il enjamber d'autres corps pour arriver à la démocratie ?» Ma réponse est non, bien évidemment. Voilà, maître Charles-Anissé Poitiers-Amar. Alors, nullement, Denis Sassou Nguesso a évoqué le respect et l'application de la loi, mais en plus, il a désigné un ennemi, j'allais dire, imaginaire, je l'ai dit, d'entrée de jeu, le banditisme, qu'il faudra donc traquer jusqu'au dernier, bien entendu, au dernier bandit, sans faire mention de l'application de la loi. Je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes sans foi ni loi
seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit. Et donc, ces derniers devront être exécutés arbitrairement, extrajudiciairement, c'est-à-dire sans procès. Et c'est là que je voudrais comprendre avec vous quelle analyse faites-vous de ce déni manifeste, j'allais dire, et de manière délibérée du droit et de justice. Et ici, on va plutôt parler de la confusion, parce que désormais, puisque l'ordre qu'il avait donné, un jour il est arrivé, il a dit que c'est lui qui avait donné l'ordre, mais on n'a jamais su en quoi consistait l'ordre en question. On ne pouvait le constater que par rapport à ce qui se passait sur le terrain, donc les morts qu'on voyait partout, on assassinait des gens et on profanait leurs cadavres en les exposant pendant au moins 24 heures sur des places publiques. Et d'ailleurs, ça continue, Et, pendant que vous êtes en train de répondre, ça continue. Oui. non, donc on a compris par les agissements sur le terrain que c'était cela, l'ordre qui avait été donné. Cette fois, il y a encore une évolution dans sa sémantique parce qu'il parle de la capture du dernier bandit. Donc ça donne à penser qu'il y a une modification de ces ordres. À partir du moment où lui parle de capture, si sur le terrain les gens continuent à assassiner, tel que ça s'est fait jusque-là, ça viendra confirmer le désordre au sommet de l'État parce que je n'ai pas manqué de dire aussi qu'il avait organisé, il avait instauré un désordre dans la gestion des affaires de l'État, en commençant par les constitutions qu'il perturbe depuis 1997. Il n'a pas arrêté de le faire. Lorsqu'il décide qu'on mette le code pénal à l'écart, le code de procédure pénale à l'écart, les procureurs, les juges, les avocats, qu'on mette tout ce monde à l'écart et qu'on désigne comme criminel qui l'on veut, et ensuite on exécute des sanctions qu'on décide sur le champ, on distribue la mort dans le pays. À partir de ce moment, l'État disparaissait et ça devenait un État personnifié, c'était lui, la personne de l'État. Et dans ce désordre, quand il vient devant les institutions, et d'ailleurs, dans le discours qu'il prononce devant les institutions, la réalité des faits est qu'il n'y a personne dans la salle. La réalité des faits est qu'il se parle à lui-même. Parce que tous ceux qui sont dans la salle sont là par lui. Tous ceux qui sont là, les députés, les sénateurs, les magistrats, les militaires, tous ceux qui sont là répondent à son égard. Et donc, il est devant un public acquis et il se parle à lui-même parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait qu'il y ait dans cette salle une véritable opposition, qu'il y ait une représentation véritable de la nation. Là, nous sommes comme dans un congrès du PCT du temps du parti unique. Tous ceux qui sont présents dans la salle ont des liens politiques, ont des liens administratifs, En dehors des des corps liens de famille constitués, des ou corps biologiques diplomatiques, avec le chef. en dehors des corps constitués, des corps diplomatiques, vous dites tout ce qui était dans la salle, il aurait mieux fait donc de s'adresser au Parlement réuni en une session question-réponse peut-être. Si on respecte la lettre de la Constitution qu'il s'est donnée à lui-même, celle qui est en vigueur aujourd'hui, les choses se tiennent dans le format qui est celui-là. Mais quand je dis qu'il se parle à lui-même, c'est en vérifiant les mandats, en regardant qui est dans la salle, au nom de quoi il est dans la salle, comment il fait pour se retrouver dans la salle. Donc, tous ceux qui sont dans la salle répondent à son égard. Et évidemment, exception faite du corps diplomatique, tel que vous l'avez souligné. Maître Anissé Poitiamar, à l'allure où vont maintenant les choses, puisqu'il a dit qu'il faut traquer, capturer le dernier bandit, je l'ai dit tout à l'heure, bandit c'est tellement vague, on ne sait plus c'est qui le bandit, on aurait peut-être
Il aurait peut-être dit jusqu'à traquer le dernier Koulouna ou bébé noir. Mais là aussi, il y a la confusion parce qu'il n'y a pas un statut juridique. On ne sait pas qui est Koulouna. Bon, lui, il a parlé de bandit. Or, bandit, c'est tellement vague. On ne sait plus qui est bandit. Mais le plus grave, c'est que, donc c'est la DGSP désormais, qui décidera de la vie, ou qui est en train, puisque c'est en cours, en train de décider de la vie ou de la mort des Congolais. Et donc, avec vous, je voulais comprendre si, à cette allure, on ne va pas arriver un jour à désigner ou à qualifier les opposants que vous êtes des bandits, ou peut-être aussi des officiers, s'il faut le dire. Les officiers des FAC, je parle ici des colonels, des généraux, des forces armées congolaises, qui peut-être seront soupçonnés de perturber la succession de Denis Sassou Nguesso par son fils, puisqu'on ne sait plus qui est bandit. Seul Sassou Nguesso et sa DGSP qui désigneront X ou Y est un bandit. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que demain, vous soyez désignés comme des bandits et qu'on vous exécute arbitrairement? La situation du pays est celle de la disparition de l'État tel que je l'ai souvent mentionné. Il n'y a plus de services publics à l'intérieur. L'État n'existe que par les services publics. Il n'y a plus de services publics à l'intérieur et le président de la République a confirmé qu'il n'y avait plus de services publics de sécurité puisqu'il a été obligé de faire recours à sa milice nommé DGSP. J'avais dit que c'était une milice parce que quand vous lisez le décret de création, c'est une unité armée mise à la disposition du chef de l'État qui est le seul à pouvoir lui donner des missions et nous vérifions là dans les faits qu'il leur a donné une mission pour laquelle personne n'a pu voir l'ordre de mission. On ne connaît pas le périmètre, on ne connaît pas la durée, on ne connaît pas les moyens qui doivent être employés, on ne sait pas à qui ils feront rapport, à quel moment, et le tout loin de la possibilité du Parlement d'exercer le contrôle, puisque dans le décret de création, cette unité est rattachée au président de la République. Dernièrement, il a mentionné un décret de 2025, du 18 décembre 2025, qui place désormais le ministre de l'Intérieur à la tête de la DGSP. Et personne n'a vu le ministre de l'Intérieur recevoir le patron de la DGSP, donc on n'a pas vu une reddition de compte ou ne serait-ce qu'une rencontre entre les deux. On n'a pas vu le ministre de l'Intérieur donner des ordres. Au contraire, le président de la République, malgré le décret du 18 décembre 2025, est venu dire que c'est lui qui a donné l'ordre. Ça veut dire que ce décret-là, si jamais il existait réellement, ne serait que de l'encre sur du papier parce qu'il garde le contrôle sur la DGSP. Donc ça reste une milice. À partir du moment où vous êtes dans une situation de non-État, donc il y a un individu qui fait comme il veut. Il écarte les constitutions. Quand il y en a une, c'est de l'encre sur du papier pour lui, il ne la respecte pas, il écarte le code pénal, écarte le code de procédure pénale, écarte les institutions. Vous êtes dans un vide abyssal. Évidemment, dans un tel vide, vous pouvez tout mettre. Et puisque vous rappelez si la DGSP qui serait sous le ministère de l'Intérieur, bon, après, vous l'avez dit, il est venu à répéter la même chose, c'est lui qui avait donné évidemment l'ordre. Est-ce que dans son allocution... Et pardon, Monsieur Perrin, non seulement qu'il a dit qu'il avait donné l'ordre, mais dans son discours, il a dit qu'il sera intraitable, qu'il ira jusqu'au bout. Donc, il confirme que c'est toujours lui, le patron de la DGSP, c'est lui qui donne les missions à la DGSP et que de ce point de vue, ils doivent aller au bout de la mission que lui leur a confiée. Donc, le ministre de l'Intérieur ici est transparent.
Et donc, désormais, on a affaire à une milice, vous l'avez dit tout à l'heure, de Denis Sassou Nguesso, puisque d'ailleurs ces miliciens, il faut les appeler désormais comme ça, eux-mêmes ont juré loyauté à Denis Sassou Nguesso et non à la République. Il y a un reportage comme ça qui a été fait par Vox TV, que je vous proposais d'écouter le patron de la DGSP et un élément de la DGSP qui jure loyauté à Denis Sassou Nguesso. Environ 200 militaires, policiers et gendarmes des structures opérationnelles de la présidence de la République ont porté les galons d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes et de sous-officiers. Ces agents de l'ordre promus au premier trimestre de l'année 2025 ont été appelés à se montrer disponibles et à continuer d'exercer leur travail dans la discipline. Des orientations données par le général Serge Oboa, conseiller spécial du chef de l'État, et directeur général de la sécurité présidentielle. Nous exhortons les nouveaux promus et le reste des unités à plus de loyauté au président de la République. Nouveaux promus, c'est à vous de démontrer par votre manière de servir que le choix qui a été fait sur vos modestes personnes est réellement le bon choix et c'est mérité. Les promus ont bien intériorisé les consignes qu'ils appliquent déjà au quotidien. C'est primordial parce que c'est la discipline qui est la force principale des armées. Un militaire qui n'est pas discipliné n'a pas sa place dans les rangs des forces armées congolaises. C'est un engagement que nous avons pris dès le premier jour que j'ai mis pied à la présidence. Donc, je dirais entièrement, je servirai le président jusqu'au dernier jour que j'irai à la retraite. Parmi ces promus figurent 18 officiers supérieurs et plus de 40 officiers subalternes. Ces agents de la force publique ont passé par des moments de stage théorique et pratique avant d'être élevés au grade supérieur. Voilà, alors maître Anissé Poitiamar, désormais, comme qui dirait, ce qui n'est pas écrit peut être constaté dans les faits. Et nous constatons désormais que finalement, c'est la milice DGSP qui fait la loi au Congo-Brazzaville. Et donc, est-ce qu'on peut comprendre par là que finalement, Denis Sassou Nguesso est venu acter officiellement, j'allais dire, la mort de l'État congolais, puisque avant, nous pensions évidemment à cela, vous l'avez longtemps évoqué ici, mais est-ce que là, maintenant, on peut constater que c'est une manière pour lui d'acter, de prononcer la mort de l'État de manière officielle, puisqu'il était devant les institutions? Dans ses agissements, c'était déjà le cas avant le prononcé de ce discours. Ce qu'on pourrait considérer cette fois comme un élément nouveau, c'est plutôt la mort du PCT. L'on a l'impression que le PCT existe, mais dans la réalité, ce PCT-là n'existe plus. Rappelez-vous que le président Yombi Opango, il est renversé sous le prétexte qu'il aurait acheté un lit qui avait un prix de 3 millions, je pense, à l'époque. Et pour cela, on disait Yombi avait tout volé. Et c'est le PCT qui a déposé Yombi Opango sans effusion de sang. Donc, c'est dans une réunion du comité central du PCT que ces décisions-là ont été prises. Bien que le PCT n'ait réellement jamais été un parti politique, mais une organisation violente qui s'est souvent comportée ainsi, tous ses membres, on ne va pas dire que ce soit des personnes violentes, mais la direction du parti telle qu'elle s'est comportée historiquement depuis 1968. Donc, vous avez comme ça des individus qui arrivent et qui disent que l'État, c'est nous, on prend les pouvoirs d'État et il n'y a plus de parti, il n'y a plus de multipartisme, plus de liberté de la presse et tout le reste. Bon, donc, c'est ça l'histoire du PCT. Mais n'empêche qu'au sein de cette organisation, il y avait à cette époque-là des débats. Et il y avait un alignement horizontal dans les rapports entre les individus, quelles que soient les fonctions que les uns ou les autres occupaient. Je vous raconte une blague qui se passe dans un conseil de ministres présidé par Marien Ngouabi. Marien Ngouabi dit à un collègue,
à quelqu'un, à un ministre, donc dans une réunion du parti. Il dit à quelqu'un, c'était M. Ngoto, je pense, et Ngoto qui prend la parole, et Marien dit, les gens petits de taille sont très difficiles. Et Ngoto dit, mais camarade président, moi je suis plus grand de taille que vous. Et Marien Ngouabi dit, mais non, mais c'est pas possible, je suis plus grand. Et il y a cette discussion. Henri Lopez est Premier ministre. Marien Ngouabi dit à Ngoto, levez-vous, venez ici, on va comparer nos tailles, on va voir qui est le plus grand. Donc ça vous montre l'ambiance. Et Ngoto se lève, ils se mettent dos à dos avec Marien Ngouabi. Ngoto est plus grand de taille. Et Marien Ngouabi demande à Henri Lopez, alors, camarade Lopez, qui de nous deux est plus grand? Lopez dit, mais c'est vous, camarade président. Bon, ils sortent de la réunion et quelqu'un dit à Lopez, mais Ngoto est plus grand que Marien, comment tu peux dire une chose pareille? Et Marien dit, non, Lopez dit à l'autre, tu me vois moi en train de dire au président qu'il est plus petit de taille qu'un Ngoto. Donc c'était cette ambiance de camaraderie qui régnait entre eux et on pouvait déposer le chef de l'État tel qu'ils ont fait avec Marien Ngouabi. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est en train de mettre l'État sens dessus, dessous. Plus de constitution, plus d'ordre républicain, plus d'ordre public, plus rien du tout. L'argent du trésor ne se trouve plus au trésor. L'argent public disparaît sans qu'on ne rende de compte à personne. On fait les choses à l'envers. Et c'est avec ce PCT-là qui avait pu déposer un chef d'État, c'est avec le même PCT. Et donc là, vous vous rendez compte que le drame n'est pas seulement un drame de l'État, mais c'est un drame qui va plus loin. C'est le drame du PCT, ce parti-là est mort. C'est aussi la crise de l'homme congolais. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Parce qu'on est en train d'assassiner les gens dans les rues, on est en train de profaner les cadavres. Nous sommes une civilisation, nous sommes des Bantous. Et chez les Bantous, l'être humain est sacré. Ça a été écrit dans la plupart de nos constitutions, l'être humain est sacré. Vivant, on le respecte. Mort, on le respecte. Ici, on ne respecte pas la vie, on l'enlève à tout bout de champ et le cadavre, on le profane. Et ça, c'est en train d'être fait avec le PCT au pouvoir. Je vous donne la situation à l'envers. Imaginez que ce serait un autre président en place et M. Sassou Nguesso ne serait pas président de la République. Avec tout ce qu'il a fait dans le pays, je ne pense pas que ce président-là serait resté aussi longtemps parce que M. Sassou Nguesso, dans l'opposition, aurait déposé ce président-là. Il aurait organisé les forces au sein du PCT comme il avait fait pour déposer Yombi Opango. Ça se serait passé ainsi. Et donc, notre drame aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de parti politique. Le PCT n'en est plus un. Il a essayé de le devenir à partir de 1989. Donc là, il a accepté d'abandonner la violence comme moyen d'accession au pouvoir. Il est allé aux élections, il a participé aux élections à la conférence nationale en envoyant le général Louis-Sylvain Ngoma comme candidat pour être le premier ministre de la transition. Il a perdu les élections, ils ont accepté ça. Ils ont participé aux élections en 1992, ils ont perdu, ils l'ont accepté. Ils ont participé aux municipales et aux législatives en 93, ils ont perdu, ils ont accepté. Mais après, ils ont été rattrapés par leur logique de violence. En 97, sentant qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections puisqu'ils avaient perdu toutes les élections. Le seul moment où ils ont essayé de se comporter comme un parti politique, ils ont perdu toutes les élections. Ils sont retournés à leurs habitudes, ils sont allés rechercher la violence et ils gouvernent le pays par la violence de nouveau. Donc c'est ça notre drame, crise du PCT, crise d'État, crise de la société, crise de l'homme congolais.
Et voilà un cocktail, j'allais dire, explosif. Alors, Maître Charles Anissé à Poitiers-Mar, évidemment, là, le temps vraiment nous presse. Il nous reste que 10 minutes et il faut aborder les autres aspects. On va passer donc à l'économie. Et l'économie, Denis Sassou Nguesso s'est vanté à des succès et parmi ses succès, pour lui, c'est le retour du Congo-Brazzaville sur le marché financier international. Et donc la République a été encore admise sur le marché financier international après 20 ans d'absence ayant levé 670 millions de dollars, l'équivalent de 400 milliards de francs CFA, de l'argent qui servira évidemment à renforcer la crédibilité de la République, disons du pays auprès des investisseurs, mais aussi pour refinancer la dette intérieure. Un succès. C'est malheureux d'entendre dire de pareilles choses et tout ce qu'on a entendu dans ce discours sur l'économie, de contre-vérité d'un bout à l'autre. Sur cette question du retour sur les marchés financiers, la seule chose qu'il faudrait retenir en réalité, c'est la notation sous laquelle le Congo revient. Parce qu'on dit le pays a fait des réformes et il est revenu sur le marché. Mais Standard & Poor's et Fitch ont noté l'État congolais sur ce retour au triple C. Et le triple C, c'est la pire des notations que vous puissiez avoir. C'est la pire note que vous puissiez avoir sur les marchés. Après le triple C, c'est le D, donc la faillite. Alors, ce que nous dit ce retour du Congo sur le marché, c'est que nous avons un pied dans la tombe. C'est ça ce que ça nous dit. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et pourtant, Sassou Nguesso s'en réjouit. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est triste que des pouvoirs publics, les tenants des pouvoirs d'État puissent se réjouir d'une telle nouvelle. Que vous puissiez revenir sur le marché avec un triple A, ça se comprend. Que vous soyez au triple B, ça se comprendrait. Mais déjà, quand vous êtes sur le triple A, il y a eu une dégradation du triple A à peu près sur 5 niveaux avant que vous puissiez arriver au triple B. Et le triple B se dégrade lui aussi jusqu'à ce que vous soyez au triple C. Et donc, imaginez le travail qu'il y a à faire pour partir de ce triple C vers le triple A qui est la meilleure note. Donc, cette nouvelle est plutôt une mauvaise nouvelle pour les Congolais. On nous dit qu'on a un pied dans la tombe. Et c'est encore plus regrettable qu'on a emprunté pour rembourser la dette. On a emprunté non pas pour investir, mais on a emprunté pour rembourser, ce qui est une mauvaise dette. Parce très élevé en plus. Voilà, et donc toute dette qui n'est pas vouée à l'investissement est une mauvaise dette. Et ici, nous avons une mauvaise dette, on revient sur le marché par la fenêtre. Ce n'est pas une nouvelle réjouissante. Sur l'économie, le président a parlé de 3 éléments. Il a parlé de la croissance. Il disait que c'était de bonnes nouvelles, que nous aurons pour 2026 une croissance qui sera au-dessus de 3,5 et qu'elle serait tirée par le secteur privé. Baliverne, M. Perrin, comment on va avoir une croissance tirée par le secteur privé? Évidemment, la croissance, elle est tirée soit par l'investissement, soit par la consommation. Les Congolais ne peuvent pas tirer la croissance par la consommation, ils n'ont pas d'argent. Les fonctionnaires ne sont pas payés depuis... ils ont plusieurs mois d'arrivée. D'ailleurs, 97 mois son salaire, voilà. Les retraités sont à plus de 50 mois, on peut continuer à citer comme ça. Quand vous accumulez l'ensemble des impayés dans tous les secteurs de la fonction publique, comment voulez-vous que ces gens aient des ressources pour tirer la croissance? Et même s'ils étaient payés régulièrement, mais on a augmenté les prix des carburants sans compensation. Autre chose qu'on ne tient généralement pas en compte, il y a eu la dévaluation du franc CFA en 1994. Il y avait eu ensuite la réduction des salaires dans la fonction publique. Donc, le pouvoir d'achat des Congolais a été
grignoter progressivement et ce qui leur reste, donc le résidu de leur pouvoir d'achat, est impayé aujourd'hui. Et le président nous dit que c'est avec ce résidu de pouvoir d'achat impayé qu'ils vont tirer la croissance pour qu'elle puisse atteindre 3,5. Je ne sais pas dans quelle faculté d'économie on enseigne ça, mais les bras m'en tombent. Évidemment, peut-être parce qu'il pense, et il a toujours répété que les Congolais ont une mémoire courte, mais la croissance à 3,5, c'est la croissance qui était attendue pour 2025, qu'il avait annoncé dans son discours de 2024. Malheureusement, là, et il disait d'ailleurs que les Congolais vivraient mieux en 2025, mais là, on constate bien le contraire, et il a parlé aussi de l'inflation, hein, qui est très, très, très élevée, et on se pose donc la question de savoir comment les Congolais font pour survivre. Mais l'économie, c'est aussi le lancement des travaux du siège de la BEAC, la Banque centrale, c'est ça, à Dolisie. Est-ce que dans cet environnement et dans la configuration, j'allais dire, le contexte actuel du Congo, on avait besoin vraiment de créer une banque centrale dans ce département? Avant de répondre à ça, j'ajoute d'abord le fait que dans le discours du président, à aucun moment il ne parle des investissements directs étrangers. Et les investissements directs étrangers, quand vous n'avez pas de pouvoir d'achat en interne, quand vous n'avez pas une épargne suffisante pour pouvoir investir sur des ressources nationales, vous êtes obligé de recevoir des investisseurs étrangers. Or, le président de la République, sa présence au sommet de l'État est un repoussoir pour les investisseurs étrangers. Personne ne vient investir dans un pays où il n'y a plus d'État, où vous n'avez pas de constitution, vous n'avez aucun ordre public intérieur. Personne ne vient investir dans un tel pays. Donc ça, il n'en parle pas. Pourquoi? Il ne parle pas de la masse d'argent venu de l'étranger, donc de l'investissement direct étranger, mais parce qu'il sait que le Congo est l'un des pays de la planète qui ont le moins d'investissement direct étranger. Notre situation à ce niveau est presque nulle. C'est presque nul. Donc, c'est dans des secteurs qui sont des secteurs à risque par essence, tels que le secteur pétrolier, parce qu'on va investir dans le pétrole, dans les ressources en particulier, donc le pétrole et le gaz. On investit même dans des pays qui sont des dictatures. Mais en dehors de ces secteurs naturellement à risque, tous les autres secteurs, vous n'avez pas d'investisseurs. Et pour cause, le président de la République sert de repoussoir. Concernant la Banque centrale à Dolisie, on aurait été chez les religieux, on parlerait d'une hérésie économique parce que vous mettez une banque centrale, mais la banque centrale, c'est la banque des banques. Pour que vous mettiez une banque centrale, il faudrait qu'il y ait déjà des banques. Et pour qu'il y ait des banques, il faudrait qu'il y ait un tissu économique. Vous prenez la ville de Dolisie, vous prenez la structure de l'économie de Dolisie. Où sont les consommateurs, où sont les producteurs, quelle est la capacité, quel est le produit intérieur brut parcellaire de Dolisie pour que vous puissiez parler d'une banque centrale. Elle ira faire quoi là-bas? Parce que la banque centrale collecte l'information économique et financière, surveille le respect de la réglementation chez les opérateurs financiers, et ensuite, elle sert de banque aux banques. Et donc ici, c'est comme si vous allez installer une banque dans un endroit qui n'est pas approprié pour l'accueillir. Pour qu'il y ait une banque centrale à Dolisie, d'ailleurs, on a mis une banque centrale à Ouesso, on ne voit pas bien ce que ça a changé à Ouesso. Il y a une banque centrale à Pointe-Noire. L'économie de Pointe-Noire périclite depuis le retour du président de la République. Depuis 1997, on ne voit pas comment cette économie a progressé. Donc, tout ce qu'il y a d'embelli dans l'économie congolaise, c'est quand le prix du baril de pétrole augmente. La preuve, ce pays est en crise économique et financière déclarée et assumée par le président de la République depuis 2014. Ça fait 11 ans
que nous sommes en crise économique et financière. Souvenez-vous, la Grèce était en crise économique et financière, ils en sont sortis. Le Portugal était en crise économique et financière, ils en sont sortis. Tous les pays qui sont dans des situations de crise finissent par en sortir. Ça fait 11 ans que nous sommes dans la crise économique et financière. Ce pouvoir n'a pas de solution. Ils ne savent pas comment régler la situation. Il y avait un président en Namibie coloniale à l'époque qui s'appelait Ian Smith. Il disait que la seule expertise des marxistes, c'est la conquête et la conservation du pouvoir par la violence. En dehors de ça, ils ne savent rien faire d'autre. Ils ne savent pas gérer le pouvoir. Et quand vous regardez la situation actuelle, c'est celle des marxistes revenus au pouvoir. Ils ne savent rien faire, sinon conserver le pouvoir, et c'est ce qui a fait dire donc à Denis Sassou Nguesso qu'il faut peut-être attendre le plan Mattei et le conserver par la force. Le conquérir voilà, et le conserver par la force. Merci pour cette précision. Alors, donc je disais, c'est ce qui a probablement fait dire à Denis Sassou Nguesso que même pour donner l'eau potable aux Congolais, il faut attendre le plan Mattei. Et la question que moi je me posais, comment expliquer que 40 ans, plus de 40 ans de pouvoir, avec des embellies financières, tout à l'heure vous avez rappelé, le Congo est quand même producteur du pétrole, du bois, des minerais, du gaz. Et comment, 42 ans de pouvoir après, on continue à attendre le plan Mattei? Quand vous écoutez le discours qui a été prononcé hier, à chacun des instants particuliers de ce discours, je me répétais à moi-même que nous devons faire partir M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso doit partir, les Congolais doivent le faire partir parce que ce qui est en train de se passer, c'est un peu comme si vous devez aller quelque part et il y a une locomotive en panne qui retarde tout le train. Et évidemment, le train avance au rythme de la locomotive, mais elle est en panne, elle ne va pas vite. Évidemment, vous devez réparer cette locomotive et vu que c'est quelqu'un qui ne peut plus changer à son âge, on ne change pas, il faut le changer. Il faut le changer, c'est ce que nous avons à faire. En diplomatie, il nous a parlé du tour du monde qu'il a eu à faire. Plus d'une fois, dans les 42 ans de pouvoir, il s'est rendu constamment en Chine. Les Chinois disent, si vous voulez voir le présent, si vous voulez connaître l'histoire de la Chine, allez-y à Pékin. Si vous voulez connaître le présent de la Chine, allez-y à Shanghai. Et si vous voulez connaître l'avenir, le futur de la Chine, allez-y à Shenzhen. Et Shenzhen, c'est la ville du futur. C'est là-bas que vous avez toutes les technologies, c'est la ville intelligente, c'est là où vous avez des capteurs dans toutes les rues, des caméras et tout ça. Ceux qui veulent comprendre l'avenir du monde et qui veulent lancer leur pays en avant, quand ils vont en Chine, ils vont à Shenzhen. Le président Sassou Nguesso, depuis 42 ans qu'il se rend en Chine, n'a jamais mis les pieds une seule fois à Shenzhen. L'avenir ne l'intéresse pas. Les jeunes qui sont aujourd'hui en train d'arriver, qui viennent de dépasser l'adolescence, donc qui font leur transition pour devenir des adultes, ces gens-là ne l'intéressent pas. Vous ne pouvez pas prononcer un discours au XXIe siècle, en 2025, sur l'état de la nation et ne pas prononcer les mots essentiels de notre époque. L'intelligence artificielle, ils n'en parlent pas. Les nanotechnologies, ils n'en parlent pas. Les nanomatières, c'est la nouvelle planète invisible pour la plupart des gens. Ça veut dire que les matières que nous avons, telles que nous les connaissons aujourd'hui, le cuivre, le plomb, l'or, ainsi de suite, nous les connaissons à une dimension manipulable d'une certaine façon dans l'industrie. Et les sciences et les technologies ont permis de découvrir que ces matières-là, à un niveau nano, se comportent différemment. Et quand elles se comportent différemment, elles donnent lieu à la création des choses qu'on n'avait jamais imaginées jusqu'à présent. Et donc, il y a une course de l'humanité vers la maîtrise
des nanotechnologies qui permettent de manipuler les nanomatières. Mais au 21e siècle, en 2025, vous avez un chef d'État qui vous fait un discours sur l'état de la nation. Il ne vous dit rien sur les nanomatières. Il ne dit rien sur l'intelligence artificielle. Les processeurs nécessaires pour utiliser l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle a besoin d'énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas avoir de l'intelligence artificielle. La Côte d'Ivoire vient d'acheter ses premières unités de conservation d'énergie et d'utilisation de l'intelligence artificielle. Le Sénégal vient d'en avoir également. Au Congo, on nous a parlé d'un institut d'intelligence artificielle dont plus personne ne parle, mais on ne fait rien pour rendre cela effectif. Le président chinois a rendu l'intelligence artificielle obligatoire à l'école primaire dès l'année 2024. Le président Trump, à peine arrivé au pouvoir, a rendu obligatoire l'enseignement de l'intelligence artificielle dès l'école primaire. Il vient d'arriver, il l'a fait. Et donc, dans ces questions qui sont des questions d'actualité et d'avenir, nous avons un chef d'État qui est totalement absent. Donc, il nous fait un discours sur l'état de la nation dans lequel il ne parle pas de la nation, dans lequel les propos sur la République sont tronqués, pour ne pas dire qu'ils sont plus ou moins flous. Et rien sur les investissements directs étrangers, absolument rien sur l'avenir, sur ce qui concerne les jeunes. Donc, rien sur l'intelligence artificielle, rien sur les nanotechnologies et les nanomatières. L'avenir de ce pays laisse à désirer. C'est pour ça que je pense que ceux qui hésitent encore à faire partir M. Sassou Nguesso du pouvoir, qu'il soit du PCT ou d'autres partis, le PCT même devrait prendre ses responsabilités tel que ça se passait avant. Le PCT devrait prendre ses responsabilités. Mais l'ensemble des Congolais doivent comprendre que nous devons faire partir M. Sassou Nguesso parce qu'il nous retarde, il nous fait avancer à son rythme et nous allons rater le rendez-vous du concert des nations. Ben, j'espère que les Congolais vous ont bien compris. On va terminer par ce dernier volet, c'est l'emploi. Et Denis Sassou Nguesso a déclaré qu'en proclamant 2024, année de la jeunesse, l'ambition n'était pas d'apporter pendant cette courte période les solutions aux attentes à toute la frange la plus nombreuse du Congo-Brazzaville. Il s'agissait plutôt de renforcer les fondements d'une prise de conscience collective. Est-ce que par là, on peut comprendre que finalement l'année de la jeunesse vient de tomber aussi sous le coup finalement des slogans? C'était juste les discours de charme, puisque la fois dernière, c'était en 2024, Thierry Mungala disait non, ça s'étendait sur 2025-2026. Et là, lui vient dire que c'était juste pour faire prendre une conscience collective. En sorte, il a voulu dire que ne comptez plus sur ça. Ceux qui ne l'ont pas entendu ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais je regarde plutôt dans la direction de sa déclaration sur les emplois qui ont été créés dans la fonction publique. Donc, au moment où on n'arrive pas à payer les fonctionnaires en service, on n'arrive pas à payer les retraités, on n'arrive pas à payer toutes ces personnes, on recrute 10 000 personnes encore. C'est comme si vous êtes dans un bateau qui est en train de prendre de l'eau et vous prenez d'autres passagers. Je ne sais pas quelle est cette logique. Quelle est cette logique? Il y a un jeune qui m'a appelé pour me dire, mais attendez, nous sommes quand même au Congo, c'est 6 millions d'habitants, on se connaît, un petit pays. À quel moment ils ont recruté 10 000 jeunes? Si c'était le cas, on l'aurait su parce que jusque-là, il n'y a rien ne bouge, rien ne change, on se connaît au Congo. Donc voilà, c'était là encore, bon, entre guillemets, un petit mensonge, bon, encore qui nous prouve par des éléments de preuve contraires, ça serait une bonne chose. Merci. Maître Charles Anissé Poitiers-Amar d'avoir été avec nous, à moins que vous ayez une dernière préoccupation, je vous laisse quelques secondes, mais sinon on est là à la fin de cette émission. Ma préoccupation, c'est la gravité
de la situation du pays lorsque vous avez le chef de l'État qui prend la parole et qui, dans le fond, ne dit pas grand-chose. Je ne voudrais pas dire ne dit rien, puisque cette prise de parole nous a permis de constater un certain nombre de choses, donc les points qu'il n'aborde pas, les silences dans cette prise de parole nous interpellent. Mais quand on fait le discours sur l'état de la nation et qu'on ne dise pas à cette occasion-là comment se porte la nation, parce qu'il ne nous dit pas comment se porte la nation, alors que c'est ça l'objet de ce discours. Et la nation congolaise, elle se porte mal parce qu'il y a quelqu'un au sommet qui entretient la division entre les Congolais, qui les oppose les uns aux autres. La nation congolaise se porte mal parce qu'il y a quelqu'un qui a une milice et qui a lâché cette milice dans la société pour perpétrer des assassinats et la profanation des corps. La nation congolaise se porte mal parce que nous avons une économie en berne alors que toutes les ressources disponibles dans notre pays nous auraient permis d'avoir un autre niveau de vie. La nation congolaise se porte mal parce que nous avons un chef d'État qui pense à des choses qui ne sont pas les plus importantes pour la nation. Il fait le tour du monde, mais jamais ne ramène quoi que ce soit d'important dans le pays. Au contraire, il va signer des contrats comme celui avec la Russie, donnant 90% des avantages du contrat à la Russie et 10% au Congo, tout en sachant que 25 ans après, le projet en question sera désuet, il faudra le réhabiliter et à ce moment-là, le projet reviendra au Congo qui devra engager des frais supplémentaires pour l'entretenir. Donc la nation congolaise, dans l'ensemble, se porte mal parce qu'il y a la crise de l'homme, la crise du Congolais, la crise de conscience et de capacité d'action. Parce que si nous ne sommes plus capables de réaction, nous ne sommes plus capables d'indignation. Je me souviens d'un ouvrage d'un auteur dont le nom ne me vient pas tout de suite à l'esprit, qui s'appelait « Indignez-vous ». L'indignation est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. L'animal n'est pas capable de s'indigner. Si une situation se produisait, l'animal, par réflexe, s'il y a un danger, il s'éloigne de l'endroit où il y a le danger, mais il ne peut rien faire d'autre. Par contre, l'homme a la capacité de s'indigner. Si nous ne sommes plus capables de nous indigner lorsque l'État organise l'assassinat des adolescents, si nous ne sommes plus capables de nous indigner lorsqu'on profane des corps, si nous ne sommes plus capables de nous indigner lorsqu'un individu efface toutes les institutions, efface tous les instruments d'ordre public, donc les lois et les institutions, si nous ne sommes plus capables de nous indigner face à tout cela, que sommes-nous devenus? Je garde espoir dans ce peuple et je pense qu'il finira par se ressaisir, s'indigner et remettre les choses en ordre en faisant partir M. Sassou Nguesso du pouvoir. Merci, Maître Charles-Anissé Poitiamar, avocat au barreau de Paris et du Québec. Je rappelle aussi que vous êtes diplômé des sciences po en France, diplômé de l'ENA du Canada. Je n'ai pas oublié que vous êtes administrateur, voilà, agréé, c'est ça, à l'ordre des administrateurs agréés du Québec. Cela a été un grand plaisir de vous avoir encore reçu sur notre plateau. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir donc suivis aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Merci. Merci, M. Perrin.